Bonjour à tous, bienvenue sur RANews Sécurité. Alors nous vous avons aujourd'hui sur une émission portant sur comment garantir la sécurité et la tranquillité résidentielle face aux enjeux socio-économiques. Face à la complexité de l'environnement, mais aussi à l'accroissement, la montée en puissance des actes d'incivilité, les atteintes des patrimoines, voire des actes, des agressions envers les gardiens d'immeubles et autres personnels liés au bâti, les responsables des patrimoines, les promoteurs immobiliers, les directeurs immobiliers, mais également les directeurs sécurité, sûreté et les bailleurs sociaux accentuent aujourd'hui leurs efforts de persuasion pour prendre en compte, mieux appréhender la maîtrise des risques, davantage mettre en avant une vraie politique de prévention et de sécurité, ce en totale adéquation avec l'ensemble des acteurs concernés. Comment repenser les rôles de chacun? Comment tendre vers un immobilier durable, un immobilier résilient, intelligent, ce en adéquation avec les attentes des résidents? Quels outils, quelle méthodologie, quelle coopération optimale est nécessaire? Enfin, quelles solutions d'optimisation des coûts? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons débattre avec nos invités que j'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Alors, sur ce plateau, j'ai Rudolf Proust. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Rudolf. Alors, Rudolf, vous êtes directeur prévention des risques pour le groupe Altarea, que vous allez nous présenter. Et puis, vous êtes également vice-président de la commission sécurité prévention à la Fédération des entreprises de l'immobilier. François Dreux, bonjour. Bonjour Virginie. François, vous êtes responsable pôle expert sûreté, prévention de la délinquance et médiation pour le groupe Vilogia que vous allez également nous présenter. Arnaud de Geiger, bonjour. Bonsoir Eugénie. Et donc Arnaud, vous êtes directeur général de VPCitex France, qui est un des leaders de la sécurisation, de la gestion et de l'entretien des biens vacants et des sites de construction. Absolument. Alors voilà, nous allons entrer dans le débat, mais avant tout, Rudolf, pourriez-vous nous présenter en quelques mots le groupe Altarea? Tout à fait. Donc le groupe Altarea, c'est à peu près 2000 collaborateurs et on va dire sa spécificité, c'est que nous sommes donc le leader français de la transformation urbaine et des activités immobilières. En fait, il repose sur un modèle multimarque assez précurseur avec au sein du groupe un panel d'expertise extrêmement large, ce qui permet de répondre à tout projet, tout type de projet de transformation urbaine. Cette spécificité permet d'accompagner les clients, les territoires, en apportant des solutions tout à fait adaptées, toujours centrées sur l'humain. Le groupe cultive au sein de ses activités toutes les classes d'actifs de l'immobilier, aussi bien le logement résidentiel que le bureau, que les commerces, les grands projets mixtes, les résidences-services, notamment de personnes âgées. Et puis maintenant, dans les nouvelles technologies, nous allons exploiter des data centers, des espaces photovoltaïques ou des centres logistiques. Voilà, un vaste panel, on le voit au sein du groupe Altarea qui ne cesse d'innover, d'évoluer. Et quand on parle d'évolution, ce qui me vient à l'idée, c'est également la direction sûreté. Depuis votre arrivée, depuis 5 ans, on voit une réelle évolution de cette direction. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai construit cette direction sûreté à l'époque qui s'appelait direction sûreté et qui était focalisée principalement sur la sécurité au sens global du terme. Et en fait, le groupe a souhaité accroître sa capacité à maîtriser ses risques, qui devenaient primordiales en fonction de la complexité de l'environnement, sa taille, les expositions, les changements d'organisation. Et à partir de là, il a donc été décidé de construire une direction des risques tout à fait globale. Elle va travailler en concertation au quotidien avec les équipes opérationnelles, en particulier construction, exploitation des centres commerciaux, des résidences-services. Si vous voulez, elle va regrouper donc la direction sûreté avec toute la partie plan de continuité et gestion de crise, la partie pôle data, la cybersécurité, la conformité RGPD pour ces data,
la protection des données, le pôle audit, contrôle interne et conformité, et couverture assurantielle pour le transfert de nos risques. Voilà, alors un vaste univers. Eric, pour vous, vous arrivez à endosser tout ceci tout seul, avec une équipe? Avec des équipes. Le chef n'est rien sans ses équipes. Donc oui, effectivement, avec des équipes. Et en fait, la mission qui m'a été fixée, c'est de renforcer ce rôle de business partner, risque, et cette proximité opérationnelle avec les équipes de terrain, que ce soit dans la construction elle-même ou dans l'exploitation. Et de vrais partenariats également, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission qui est importante. Et on verra également, effectivement, d'où l'importance aussi de mener des actions, puisque vous vendez un package, et ça on le réexpliquera, mais des actions le plus en amont possible. On reviendra sur ce point. François, je me tourne vers vous. Alors, pouvez-vous nous présenter, on connaît Veolia, mais je pense que vous avez quelques chiffres à nous communiquer quand même pour montrer l'importance de Veolia. Alors, le groupe Veolia, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une grande entreprise sociale de l'habitat qui a été créée par les grands entrepreneurs du Nord qui étaient pionniers de l'habitat social en France. Si son berceau est dans le Nord, il est aujourd'hui implanté sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous gérons 85 000 logements pour une population qui avoisine les 160 000 habitants. Donc on est sur une belle ville moyenne, une grande ville. Et pour ce faire, nous avons 1200 collaborateurs. Et au-delà de la stricte activité de gestion immobilière, qui est le cœur de métier du bailleur social, Veolia se donne pour ambition désormais d'être un acteur global au service des territoires et notamment de ces nouveaux territoires d'implantation en alliant les compétences traditionnelles de bailleurs gestionnaires à des nouvelles compétences de constructeurs, d'aménageurs, de promoteurs ou de syndics de copropriété. Donc on est véritablement sur un panel très large d'activités. Aussi, on voit effectivement qu'il y a une évolution au niveau de Veolia. Au niveau de la fonction sûreté, comment ça se passe exactement? Quelles sont vos missions et quels sont les enjeux aujourd'hui? Alors j'ai moins de recul que mon collègue Rudolf, qui depuis 5 ans décline sa mission et on a défini les pourtours. Je suis récemment arrivé chez Veolia pour justement définir la stratégie groupe autour de ces enjeux qui sont des enjeux essentiels, qui sont portés très haut au niveau de la direction générale et surtout pour décliner sur l'ensemble des champs d'activité cette thématique qui est une thématique un peu poil à gratter parfois et donc il nous appartient de faire vivre non pas comme une énième contingence mais bien comme un atout au service des projets et de la gestion. Et là, vous nous donnerez des exemples tout à l'heure, justement, sur cet aspect pour montrer que ce n'est pas toujours évident, mais que, voilà, à force de persuasion, on va y arriver, j'en suis persuadée. Arnaud, vous représentez VP-Citex. Alors, qu'est-ce que VP-Citex? Alors, VP-Citex, nous sommes le leader français de la sécurisation du patrimoine vacant et des sites de construction. Quelques chiffres pour vous présenter l'entreprise. C'est 40 000 sites sécurisés en France. C'est 100 000 interventions par an et c'est 300 collaborateurs experts du domaine de la sécurité. Notre savoir-faire, c'est sécuriser et protéger les sites de nos clients à travers 3 grands domaines. 3 grands domaines que sont la sécurisation physique, avec des portes anti-squat, des systèmes de tôle, des panneaux, de la sécurisation électronique, avec des alarmes autonomes, des systèmes vidéo, des tours de vidéoprotection, et puis le domaine de l'humain, où on va rencontrer des prestations de gardiennage, de la prestation de gardiennage pour aller vers la protection par occupation. Notre expertise, eh bien, c'est auditer et faire évoluer la sécurisation sur les projets de nos clients en fonction de la destination du bien et puis en fonction de la durée de la vacance, par exemple. Donc, on essaie de faire évoluer la sécurisation pendant ce temps-là. Notre métier a fortement changé sur les 5 dernières années. Nous sommes passés de prestataires de services à assistants à maîtrise d'ouvrage où, avec les directeurs sûreté et sécurité, nous faisons évoluer nos prestations en fonction de leurs besoins et surtout, ils définissent la stratégie et nous aident en fait à réaliser notre métier. Donc cette fonction est des plus importantes. Elle est d'ailleurs souvent rattachée à la direction générale des entreprises et elle nous a aussi aidés sur ces 5 dernières années à faire évoluer notre entreprise. Voilà, et on reviendra encore une fois sur cette concertation, Absolument. cette coopération qui est essentielle, hein, c'est la base. Absolument. Et on reviendra aussi, vous avez
deux termes, la technologie et l'humain, et on voit que l'un sans l'autre, effectivement, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Rudolf, je me retourne vers vous. Vous avez commencé à expliquer un petit peu votre rôle, comment ça avait évolué depuis 5 ans. Bon, vous avez été commissaire divisionnaire, hein, vous l'êtes toujours puisque vous êtes en détachement. Est-ce que justement cette première, on va dire, cette première fonction vous ont aidé dans l'évolution que vous avez apportée au groupe? Oui, tout à fait. Je pense que nos dirigeants aujourd'hui se retournent fréquemment vers des professionnels de la sécurité du domaine public, justement pour aller chercher cette expertise et cette expérience. J'étais commissaire à Paris en banlieue, et effectivement le sujet de la prévention situationnelle reste pour les opérateurs publics, mais aussi les opérateurs privés tels que les bailleurs sociaux ou voire nos prestataires impératif. Et je dirais, mon président, à partir du moment où on a mis en place nos politiques sûreté, s'est tout de suite tourné vers moi en demandant à ce qu'on markete cette c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, vous pouvez l'expliquer, parce que vous avez effectivement parlé de marketer la sûreté. C'est quand même assez nouveau. Je lui rends ce mot. Hein, c'est lui qui me l'a soufflé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour marketer la sûreté? Mais en fait, on va inclure dans nos projets le paramètre sûreté qui, on vend du beau, on vend du solide, on vend du résilient, on vend du bas carbone, mais aussi du sûr, de l'esthétique et du sûr. Et donc à partir de là, on a intégré, évidemment en fonction du client, dès la phase de conception des ensembles immobiliers, de l'appel d'offres à la conception, aux côtés des équipes projets, avec un rôle de conseiller technique qui fixe les objectifs à atteindre et s'assure de l'opérabilité, évidemment, des solutions proposées à l'issue de la construction. En fait, on est intégré le plus en amont possible dans les équipes projets, dès la conception, avec, pour point de départ, on va dire une analyse des besoins, une analyse sûreté de l'environnement du projet, une définition des objectifs en fonction du client, quand on connaît le client dès le départ, et la finalité du projet. Avec, si vous voulez, les constructeurs, les logisticiens, les spécialistes des flux, les responsables structures, réseaux, etc. Voilà un petit peu comment on attaque. Et on a cette approche holistique, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que vous dites, hein, de pouvoir travailler le plus en amont possible permet d'avoir un bâtiment, c'est ce qu'on disait en introduction, à la fois résilient, intelligent et sûr. Oui, tout à fait. Alors, là, c'est où on est Altaria aujourd'hui. Un bailleur peut-il aller jusque-là? Vous expliquiez, François, lorsqu'on préparait l'émission, qu'il faut sans cesse convaincre. Rudolf vient d'expliquer un des piliers sur lequel repose une stratégie globale de tranquillité résidentielle, de sûreté. D'ailleurs, la terminologie pourrait faire l'objet d'un échange au sein d'une entreprise comme Veolia. Nous sommes bailleurs propriétaires, nous sommes bailleurs constructeurs, nous avons de la maîtrise d'ouvrage directe, et ce que vient d'expliquer Rudolf, nous l'avons également et nous le mettons également en œuvre. Mais nous, on va récupérer le bien à l'issue du projet. Il vous donne le package. Et donc, on va le gérer. Et on va le gérer pendant un certain temps. Et donc, effectivement, notre compétence ne s'arrête pas à ce moment initial. C'est mieux si c'est fait, c'est mieux si c'est prévu en amont. Mais nous, on va être amenés à voir un certain nombre, découvrir le bâtiment, découvrir un certain nombre éventuellement de vices en termes de sûreté. On va y mettre des personnes qui vont vivre, nous l'espérons bien, mais qui vont peut-être aussi avoir des parcours chaotiques et connaître des comportements un petit peu déviants par rapport à la règle. Et donc, il va nous appartenir, nous, de mettre en place des réponses de gestionnaires sur ces questions de tranquillité résidentielle. En tant que bailleur propriétaire et en nous appuyant sur le contrat de bail. Et puis par ailleurs, nous sommes des acteurs forts d'un partenariat local, dit de coproduction de la sécurité, et nous nous inscrivons pleinement dans ces items que nous défrichons depuis des années, coproduction de sécurité, continuum de sécurité. Donc nous sommes assis autour de la table avec l'ensemble des partenaires et nous échangeons sur les difficultés que nous rencontrons sur notre patrimoine et sur les solutions que nous apportons en interne et que nous attendons de la part de nos partenaires. Et puis dernier élément que je souhaitais aborder, c'est nous sommes employeurs.
Et c'est sans doute l'élément fondamental le plus important, vous l'avez dit. Les difficultés sur le terrain peuvent être difficiles pour nos collaborateurs qui rencontrent des formes d'agressivité, voire d'agressions verbales et physiques. Et donc il nous appartient de les gérer et dans la majeure partie des cas, et dans l'idéal, de les prévenir. Et malheureusement, quand l'agression survient, de la traiter dans les meilleures conditions possibles. Donc nous avons aussi notre vision holistique de ces problématiques. Mais pour répondre pleinement à votre question, ça implique en permanence de convaincre que la sécurité, c'est pas l'affaire de Monsieur Sécurité. On est la d'accord. sécurité, c'est bien une affaire qui appartient à l'ensemble dans la place qu'il occupe au sein de l'entreprise. Ouais, et ce n'est pas toujours simple, je présume, puisqu'on a d'autres aussi priorités au sein de Veolia ou de tout autre bailleur. Et il va falloir toujours convaincre les équipes en interne que ça fait partie, c'est essentiel et que ça fait partie d'un tout. Tout à fait. Il va falloir convaincre à un temps T, il va falloir convaincre à un temps T plus 1, T plus 2, T plus 3, parce que malheureusement, le pli est pris à l'issue de la formation, à l'issue de la sensibilisation, et puis le lendemain, la logique de la routine reprend le dessus. Et là où un des maîtres mots que nous entendons passer auprès notamment des équipes de proximité, qui consiste à dire que le signalement, c'est le maître d'une politique de prévention des risques, eh ben, on a malheureusement des équipes qui, malgré ces signaux, malgré des outils mis à leur disposition, aujourd'hui ne remontent pas l'information pour X et Y raisons. Ouais. Alors on parlait de temps 1, temps 2, temps 3. Vous l'avez bien expliqué et redit, Rudolf, aujourd'hui, travailler le plus en amont possible permet une meilleure tranquillité résidentielle. Il y a aussi des temps, c'est-à-dire que vous nous l'expliquiez lors de la préparation de l'émission, lorsqu'on est en phase chantier, ce n'est pas la même chose que lorsque on est à la fin finalement et qu'on va donner les clés à un bailleur ou à une autre personne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différences ? Effectivement, en fait, les risques, je ne dirais pas augmentent, mais sont complètement différents entre la friche initiale où le bâtiment, le foncier à détruire, à démolir, à dépolluer, etc., versus la livraison finale de l'immeuble construit avec tout l'équipement qui va dedans, évidemment. Et la façon, on va dire, de prendre en compte les risques doit évoluer au fur et à mesure du chantier. Et on a effectivement des prestataires qui ont l'habitude de faire évoluer leur dispositif, à charge pour nous de bien définir le cahier des charges, de bien définir avec eux les risques à prendre en compte et d'évaluer les solutions proposées au fur et à mesure du chantier. Voilà. Merci. Alors justement, Arnaud, je me tourne vers vous. Comment vous faites ? Alors, premièrement, les constats. Les constats, effectivement, le risque évolue avec le temps, mais les périodes que nous vivons en ce moment, en tout cas, sont de plus en plus difficile. Sur les 5 dernières années, par exemple, nous rencontrons 30% de plus d'intrusions sur l'ensemble des sites que nous sécurisons. C'est ce qui est énorme. Donc nos clients, ce qui est énorme, avec nos clients, nous déployons des solutions plutôt hybrides et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous faisons évoluer nos prestations de sécurisation en fonction de la durée du projet, de leur budget et puis du site et de ce que l'on rencontre. Par exemple, sur un projet de rénovation urbain sur lequel on va avoir une période très longue qui va aller de 3 à 6 ans, par exemple, on va immédiatement sécuriser rapidement le site avec de l'aspect physique ou des systèmes électroniques. Et puis, compte tenu des budgets rencontrés aujourd'hui et de la réduction du budget, on va mettre par exemple de la protection par occupation, ce qui permettra d'alléger le budget global du bailleur social, par exemple, tout en conservant un niveau de sécurité extrêmement important. Et puis, lorsqu'on arrivera sur des périodes de démolition, eh bien, on arrêtera cette protection par occupation pour revenir sur des tours de vidéosurveillance et puis, par exemple, du gardiennage. L'aspect budgétaire est un aspect extrêmement important pour vous. Et pour nos clients. Donc, en fait, on doit adapter nos systèmes sur le temps qui passe et puis utiliser aujourd'hui, je vous parlais de protection par occupation qui était quelque chose d'expérimental il y a encore 3 ans, qui va se pérenniser dans le cadre de la loi contre le squat prochainement. Et donc, c'est quelque chose qui va perdurer et se développer dans les années à venir. À l'heure actuelle, la protection par occupation double son activité chaque année. Donc c'est vraiment en tout cas un des services qui va fortement se développer. Arnaud, est-ce que vous avez parlé beaucoup de technologie, de cette évolution, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la technologie peut permettre, on l'a bien compris,
de répondre à cette réduction de coûts et comment est-ce que vous faites? C'est-à-dire que l'humain est bien présent. Est-ce que du coup, il va servir différemment? Il va être là, sa fonction évolue également. Voilà, comment vous... Alors l'humain en tant que tel existe toujours, je veux dire les interventions et les services de gardiennage sont toujours présents, ça reste d'ailleurs majoritaire dans le monde de la sécurité en France. Néanmoins, nous savons tous que la sécurité humaine est un marché en forte tension. C'est un marché sur lequel on manque de personnel, où les prix sont très très bas. Et aujourd'hui, la sécurité humaine est fortement aidée avec de la sécurité électronique, par exemple. Un, pour faire baisser les coûts. Deux, pour apporter plus de souplesse. Et puis, plus de sécurité au global. Donc, effectivement, aujourd'hui, on délivre des services qui allient à la fois les nouvelles technologies et puis des prestations humaines. François, vous en fait, VPCITEX, c'est un de vos prestataires. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bon, voilà, une fois que le bâtiment est livré, vous vous appuyez sur VPCITEX, mais il y a une autre phase, c'est la fin de vie du bâtiment. Avec, on a des résidents qui sont encore présents. Comment est-ce que vous faites? Vous parliez de niveau acceptable. Quel est le niveau acceptable par rapport à ces résidents qui restent encore, alors que vous devez mettre en place un autre type de protection, de sécurisation pour l'autre espace qui est le logement vacant? Alors vous avez parlé de la dimension économique et moi je vais vous parler de l'acceptabilité sociale. Ouais. Je pense que l'un et l'autre doivent être regardés conjointement. Globale, ouais. Sur l'appréciation économique, on parle beaucoup de coûts liés à la sécurisation. Le problème qui est le nôtre dans les organismes est de démontrer, notamment auprès de nos directions financières et de nos directions générales, la réalité des coûts générés par les problématiques délinquantes et les coûts évités grâce à des politiques de sécurité. Donc il nous appartient véritablement dans nos fonctions d'objectiver ces réalités de coûts évités. Ça c'est le premier point. Et à partir du moment où la sécurité n'est plus une variable d'ajustement économique du projet, on va effectivement aller rechercher des outils les plus adaptés à la temporalité du projet. Et cette temporalité du projet nous enjoint parfois, effectivement, de ne pas aller tout de suite sur du murage qui dégrade l'environnement, le cadre de vie de nos locataires restants, puisque un processus de relogement, c'est un processus qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, bien évidemment, nous devons maintenir une qualité de service acceptable. Pour les locataires, tant que nous sommes en train de leur rechercher. Et ce, quel que soit l'environnement. Et ce, quelle que soit effectivement la pression de l'environnement, la délinquance ambiante et les problématiques que nous traversons sur certains de nos quartiers. Pas sur tous, fort heureusement. Ouais. Le remède est parfois pire que le mal, hein, puisque un murage, vous allez créer un sentiment d'insécurité qui est complètement déconnecté, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, complètement déconnecté de la réalité de l'insécurité elle-même en fait. Et un murage, typiquement, vous créez de l'insécurité. Voilà, donc repenser effectivement ce qu'on va mettre en termes de protection et de prévention. Alors, ça tombe bien, Rudolf, parce que j'avais deux questions pour vous. Vous avez parlé de beau tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour allier le beau avec cette sécurité aujourd'hui, puisqu'on est de plus en plus aussi en demande de beau, d'esthétisme. Comment est-ce qu'on fait pour cela et puis, on reviendra après sur la partie squat. Et en fait, on s'inscrit directement dans les équipes projets aux côtés des architectes. Et donc, c'est un jeu d'échange entre la finalité, les outils qui peuvent répondre à cette finalité et comment ils vont s'intégrer dans le projet, dans le paysage. Et ça se discute avec l'architecte. On n'est pas toujours d'accord sur la caméra qui n'est pas positionnée où il faudrait, le type de portique, de PNG qui n'est pas celui qui rentre dans la perspective. Mais globalement, aujourd'hui, on a un panel de fournisseurs et une efficacité technologique qui permet de trouver des solutions qui sont adaptées et qui laissent, on va dire, toute place à l'esthétisme du bâtiment. Et donc, du qui beau encore rassure. Et du sûr. Du beau et du sûr. Voilà. Et qui rassure aussi pour le résident. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on en est là aussi, c'est de plus en plus important. On a parlé de squat tout à l'heure avec cette loi. Quelle est la panoplie aujourd'hui
qui peut répondre à cela? Alors effectivement, je crois que François, vous avez parlé de la panoplie. Un squat, ça peut être effectivement une occupation, on va dire, légitime, avec une association qui va vous mettre des occupants le temps du phasage, le temps d'un certain nombre on va dire, de processus administratifs, par exemple, et qui permettent d'occuper le logement avant que celui-ci soit transformé. Ça peut être effectivement des moyens physiques, et là on parlait du murage. Alors, le murage, le parpaing, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, on a des techniques un petit peu plus évoluées, et je laisserai éventuellement mes PCTex nous les décrire, mais voilà, jusqu'à effectivement du gardiennage électronique, de la caméra qui se déplace, du renvoi, de la sécurisation via télésurveillance, à, on va dire, de l'occupation par agent de sécurité et qui permet effectivement de prendre ça en compte. Et au fur et à mesure, on va être obligé de déplacer les caméras parce que celles-ci, en fonction des bâtiments qui montent, pour arriver à une sécurisation de votre bâtiment qui est extrêmement, on va dire, vulnérable. À partir du moment où il est complètement construit, vous avez beaucoup de choses dedans qui sont des matériaux d'une certaine valeur, et vous avez des appartements qui sont parfaitement vivables. Donc il faut véritablement prendre en compte ce niveau de risque. François, définitivement oui. Aujourd'hui, pour pouvoir arriver à cela, il faut une totale concertation et une prise de conscience de la direction générale au niveau des bailleurs sociaux. Une prise de conscience et une incarnation de la fonction. Et d'ailleurs, le positionnement de la fonction dans les organismes que Arnaud a mis en avant aujourd'hui est de plus en plus consacré. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ce métier, nous avions des gens du métier de la gestion locative qui venaient faire ça en plus, la fonction de responsable, de directeur sûreté, tranquillité résidentielle. Aujourd'hui, on est effectivement sur des personnes qui ont des profils qui viennent des métiers de la sécurité et qui viennent auprès de la direction générale apporter leur concours et leur expertise pour faire en sorte que ces politiques soient pleinement intégrées dans la stratégie globale de l'entreprise. L'exemple type que vous venez de citer par rapport à la panoplie des outils sur le squat, il y a tout un volet organisationnel dont on n'a pas parlé. Nous sommes présents sur le terrain. Il faut passer le message à nos équipes de proximité qu'elles doivent maintenir un lien avec ce patrimoine qui est en train d'être progressivement vidé de ses occupants, et il faut absolument que nous ayons cette vigilance humaine à côté des outils techniques. Donc tout ça, ça implique de faire le lien entre la proximité, le portage de l'opération au sein de nos équipes, et puis bien évidemment, in fine, d'en référer auprès de notre direction générale. Donc oui, définitivement, un portage haut dans l'organigramme. Voilà, alors, et puis le travailler ensemble, hein, vous l'avez dit, ça transpire tout au niveau de cette émission. Alors, tout d'abord, le locataire qui paye une prestation. Alors, j'allais dire qu'on ne sécurise pas de la même façon un projet sur lequel on libère d'un certain nombre de locataires un bâtiment d'un bailleur social et une gare SNCF qui est désaffectée. Effectivement, dans le cas d'un projet en rue chez un bailleur social, on doit en tout cas faire attention à ce que l'on met en place, et nous sommes dans une société de communication, hein, tout se sait aujourd'hui, un tweet, un chat, il faut expliquer ce que l'on va faire, il faut que ça rentre aussi dans les normes. Donc nous, notre rôle de prestataire, c'est aussi d'être à côté de nos clients et d'expliquer quel type de sécurisation on va mettre en place, pourquoi on le fait, pourquoi c'est bien pour les personnes qui vont rester encore quelques mois et quelques années dans ces bâtiments, et de la même façon lorsqu'on installe des systèmes de vidéosurveillance dans des cages d'escalier, sur des sites un peu sensibles, eh bien il faut être dans l'explication et aider nos clients à expliquer le pourquoi, et puisque le locataire en tout cas se sent redevable d'un certain nombre de services, puisqu'effectivement il paye un loyer. De la même façon, on essaie de faire très attention à la sécurité des personnels de nos clients, parce qu'on travaille au quotidien avec eux et on intervient parfois dans des situations plutôt complexes. Donc il faut de bonnes relations entre nous, le sujet principal étant la sécurité et la sûreté du site et des gens qui s'y trouvent. Toujours mieux communiquer. Voilà. Vous souhaitiez rajouter quelque chose peut-être, dire ce que Arnaud évoquait à la fin, cette communication permanente. Nous avons la connaissance du terrain. Alors effectivement, le PCTex travaille pour un certain nombre d'organismes et connaît les quartiers.
normalement, l'organisme connaît bien la réalité dans laquelle on fait intervenir le prestataire. Et donc, il nous appartient aussi de prévenir les risques qui pèsent sur les équipes et de dire on n'y va pas dans ces conditions-là, on n'y va pas à cette heure-là, on y va plutôt à telle autre, ou on y va avec accompagnement interne ou policier. Et c'est effectivement le continuum de sécurité, puisque ma fonction, c'est d'aller au contact des autorités de police, gendarmerie, de maîtriser, on va dire, ou du moins de percevoir quel est ce niveau de risque pour les équipes, que ce soit effectivement nos prestataires ou nos équipes projets, à partir du moment où elles démarrent dans un secteur, il y a cette évaluation à faire, et elle se fait en parfaite corrélation avec les autorités publiques dans le cadre d'un continuum. Rudolf, François, Arnaud, je vous remercie beaucoup. Merci, on le voit aujourd'hui, vous êtes l'exemple même de cette coopération. Un grand merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous.